Merci en tous les cas d'avoir répondu présent pour cette petite conférence sans prétention, qui va me permettre de partager tout simplement un sujet passion, qui est le maréchal Vauban. Alors pour situer le personnage, Vauban était d'une certaine façon le consultant de Louis XIV, et vous allez comprendre pourquoi. Au niveau de leurs dates respectives de naissance et de décès, donc Vauban est né en 1633 et décédé en 1707. Louis XIV est né un petit peu après, 5 ans après, et il est décédé un petit peu plus tard. Dans des conditions qui n'étaient pas extraordinaires d'ailleurs. Il a eu une jeunesse brillante, Louis XIV, mais la fin a été pathétique, puisque l'État français a attendu 15 jours avant d'annoncer sa mort pour éviter qu'il y ait une révolution en France. Alors, je précise, je ne suis pas historien, donc je n'aurai pas d'autre prétention que de partager ma petite connaissance que j'ai de Vauban, ma connaissance qui par rapport à celle des personnes qui ont écrit des biographies sur Vauban, les 3 principales que je connaisse sont celles-ci, celle de Michel Vol, Vauban de la gloire du roi au service de l'État, et au service de l'État, c'est vraiment ce qui caractérise Vauban. Il était plus au service de l'État et de la nation qu'au service du roi, même si bien évidemment il était aux ordres du roi. Le deuxième livre à droite, c'est Vauban de Anne Blanchard, et le troisième de Dominique Lebrun, Vauban, l'aventurier de la France moderne. Et ce mot de la France moderne est d'une actualité absolument fantastique, parce que quand vous allez découvrir Vauban, et j'espère que vous aurez envie d'aller plus loin, vous allez vous apercevoir que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, tant au niveau national, européen qu'international, Vauban était un visionnaire absolument exceptionnel, et sincèrement, aujourd'hui, il serait au gouvernement, eh bien, ça ferait une pièce maîtresse pour le futur président de la République française. Il y a eu beaucoup de livres publiés sur Vauban, je ne vous en cite que quelques-uns au travers de ce slide, notamment des livres sur les techniques que maîtrisait Vauban. Donc Vauban, l'homme de l'art, de la construction. Vauban ou la mauvaise conscience du roi, ça c'est le côté consultant de Vauban, ou ce livre qui nous explique, qui a été écrit par Alain Monod, qui est avocat au Conseil d'État, et qui a eu le plaisir d'animer une conférence que j'avais organisée aux Invalides, à l'Hôtel des Invalides. Donc Vauban était la mauvaise conscience du roi, parce qu'en fait le roi Louis XIV ne l'a pas suffisamment écouté, et vous allez comprendre pourquoi. Vauban l'ingénieur, qui était maître des voies d'eau, parce que l'eau était un moyen considérable à l'époque, que ce soit pour le transport ou que ce soit pour guerroyer d'une certaine façon. Et puis le dernier livre que je cite volontairement en dernier, Les oisivetés de Monsieur de Vauban, sont une liste d'études, d'analyses, de conseils qu'a donné Vauban à Louis XIV. Et je vais revenir en détail sur ces conseils. Alors il y avait à peu près 26 chapitres dans ce livre, il fait à peu près 1700 pages, en 12 tomes, et vous allez voir qu'il y a une très grande diversité de sujets qui sont abordés. Alors ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Vauban, le corps de Vauban est à côté de Bazoches, là où est son château, sa demeure historique, personnelle, mais le cœur de Vauban, à la demande de Napoléon, a été mis aux Invalides, avec d'autres personnages célèbres, que sont notamment le maréchal Lyotet et le maréchal Foch, parce qu'en fait c'est Napoléon qui a redonné de la visibilité, si je puis dire, à Vauban. Parce qu'en fait, c'était un grand admirateur de Vauban et de l'histoire de Vauban. Vauban, sa fonction principale était de protéger le fameux précaré de Louis XIV, c'est-à-dire les frontières. Et c'est la raison pour laquelle toutes les fortifications de Vauban sont aux frontières de la France, alors qui n'étaient pas tout à fait les mêmes à l'époque aujourd'hui. Et à droite, vous avez la carte. Alors, je crois que c'est la carte, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu le temps de vérifier malheureusement, je crois que c'est la carte des 9 sites Vauban qui sont référencés au patrimoine de l'UNESCO, mais j'ai un petit doute, parce qu'il n'y a pas Bayonne, qui est une fantastique fortification, et il n'y a pas Lille, qui était le headquarter de Vauban. Donc ça m'étonne un petit peu, et c'est la raison pour laquelle j'ai un petit doute sur cette carte. Donc, la mission première de Vauban, c'était d'être un militaire. Mais quand on est militaire, à l'époque, eh bien, il fallait être multitâche. Et il avait eu une formation, non pas d'ingénieur, mais il avait été dans une école où il avait appris les mathématiques et un certain nombre de sujets, notamment les humanités, qui fait qu'il avait un tempérament et un style très particulier qui lui a permis, dans un premier temps, de pouvoir construire des fortifications qui visaient à protéger le territoire français, le fameux précaré. Vauban était ce qu'on appelle un polyurcète.
Un poliorcète, c'est un spécialiste de la stratégie de défense des places et de protection des places. D'accord ? Vauban était un stratège tant en défense qu'en attaque, même s'il a principalement attaqué des places fortifiées. Et il a construit un certain nombre de fortifications. Donc là, vous avez... alors j'ai trouvé cette photo, mais il n'y avait pas le lieu qui était indiqué. Je présume que c'est le Mont Dauphin, dans la vallée de la Durance, au sud de Briançon. Vous confirmez ? Ça lui ressemble bien. Hein, ça lui ressemble bien. Hein. Il faut demander à Ronald. Ronald vient de nous confirmer que c'était... Ah, c'est PACA, pardon, c'est PACA, c'est vrai, c'est les Hautes-Alpes. Alors, il a fait... Vauban a fait tout un tas de fortifications, dont un des formats emblématiques, c'est la forme d'étoile, comme la fortification de l'île de Ré. Un autre style, c'est celui de Neubrisach, qui est l'ultime chef-d'œuvre de Vauban, parfaitement symétrique, extraordinaire. Et la particularité de Neubrisach, c'est-à-dire que toutes les pierres qu'il a utilisées n'étaient pas produites localement. Il a été obligé de les amener. Et en fait, pour pouvoir véhiculer, transporter les pierres, eh bien, il a construit un canal spécifique pour ça. D'accord ? Donc, il avait cette maîtrise des voies d'eau, justement, pour pouvoir utiliser les voies d'eau à son avantage. Donc, Neubrisach, je vous conseille d'aller voir. Enfin, toutes les fortifications de Vauban sont à voir. Donc, voilà, les deux ouvrages d'art classiques de Vauban, l'étoile et le polygone. Alors, il a 8 côtés, c'est un... Rappelez-moi, un octogone. Et puis, il avait la particularité de toujours s'adapter au terrain sur lequel il avait à bâtir des fortifications. Et typiquement, le fort de Vauban à Besançon est un ouvrage d'art exceptionnel où il s'est complètement adapté à la situation et à l'objectif qu'il poursuivait. Celui-ci, il est aussi à voir. Il est d'autant plus impressionnant que toutes les énormes pierres qui ont permis de construire cet édifice ont été montées à dos de mulet. Enfin, non pas à dos de mulet, mais tirées. Quand vous voyez la pente, vous dites quand même que c'était quand même assez prodigieux. Site emblématique de Vauban, la citadelle de Lille, qui était son headquarter, si je puis dire, puisqu'en fait, la protection principale qu'il y avait à opérer des frontières françaises, c'était au nord par rapport aux Pays-Bas et aux territoires qui étaient occupés par les Espagnols. D'accord ? Donc, la grosse concentration des fortifications de Vauban, c'est dans le nord de la France. Et le site emblématique, qui est magnifique, c'est la... En plus, oui, absolument. Alors, c'est pas loin de l'OTAN, et c'est pas loin de Bruxelles. Donc, vous voyez, il avait quand même des velléités, il avait une vision un petit peu de l'Europe avant l'heure, hein, le père Vauban. C'était parce que les Espagnols là-haut... Alors, Vauban... pour pouvoir facilement expliquer sa stratégie et ce qu'il faisait à Louis XIV, eh bien, il avait utilisé la technique de ce qu'on appelle les plans reliefs, qui consistait tout simplement à faire des grandes maquettes des fortifications et des villes qu'il avait à protéger. Et là, vous avez un exemple. Alors, le musée des plans reliefs, il est aux Invalides, absolument. Dans le noir complet, parce qu'en fait, il faut protéger contre les rayonnements, parce qu'il est assez... les maquettes sont très fragiles. Et là, vous avez un exemple, et les maquettes sont d'une précision, mais c'est prodigieux. Enfin, on voyait qu'il voulait vraiment que le roi soit dans son élément. Et elles étaient extrêmement précises par rapport à la géographie du lieu. C'est où ça, avec les méandres comme ça ? Alors ça, c'est Grenoble. C'est Grenoble, ça ? Ça, c'est Grenoble. Avec la Bastille en haut. Hein ? Il n'y aurait pas des plans reliefs parce que le service historique de l'Armée. Alors, il y en a d'autres à Lille, mais je ne sais pas s'il y en a à Vincennes, sincèrement. Alors, une des grandes batailles qu'a livré Vauban avec Louis XIV, c'est la bataille de Maastricht en 1673. Et on va voir comment il avait mené cette bataille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Maastricht, c'est là qu'est décédé le fameux D'Artagnan. C'est dans cette bataille en 1673 qu'il a rendu l'âme. Et la particularité de Vauban, c'est qu'il voulait, bien évidemment, son objectif numéro 1, c'était de gagner une bataille. Mais son objectif personnel à lui, c'était de protéger ses hommes, c'est de faire qu'il y ait le moins de victimes possible parmi ses soldats. Alors que pour la noblesse en France, avoir beaucoup de morts dans une bataille, quand il gagnait une bataille, c'était presque une fierté en fait. Il n'en avait strictement rien à foutre. D'accord ? C'était la piétaille, exactement. Les manants.
les manants. Hein. Donc, Vauban avait mis au point une technique, je vais vous la décrire très rapidement, qui consistait à faire des tranchées, c'était avant 14-18. Donc, inutile de vous dire que la préparation prenait un certain temps. Mais il arrivait quand même à agir rapidement, c'est-à-dire qu'il y avait des milliers d'hommes quand même. D'accord ? Est-ce que tu peux nous dire quelle était la portée d'un boulet de canon à l'époque ? C'est une question piège, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez faire sur Google recherche? Je peux te dire qu'au 19e, c'était 2 km et un mortier 4 km. Donc, Vauban avait comme objectif, au-delà de son objectif premier qui était de gagner une bataille, de protéger ses hommes. Et il était très apprécié pour ça, et c'est son côté humaniste. Vous voyez la carte à gauche des sites sur lesquels est intervenu Vauban. Inutile de vous dire que vu le nombre de sites sur lesquels il est intervenu, il y en a plus d'une cinquantaine, il n'allait pas passer 3 ans sur chaque site. Hein. Donc il était extrêmement bien organisé et il savait s'entourer. C'était un manager hors pair. Et comme il avait la particularité de parcourir la France dans tous les sens, dans toutes les directions, inutile de vous dire qu'il connaissait très bien la société française. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, n'importe quel citoyen français, le peuple français rayonnait tout au plus à 5 ou 6 lieues autour de son lieu de résidence, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres. Donc les accents locaux, le Périgord, le Marseillais, restaient très locaux en fait. Et les Marseillais ne connaissaient pas les Périgourdins, qui ne connaissaient pas les Parisiens, qui ne connaissaient pas les Ch'timis, qui ne connaissaient pas les Alsaciens. Ok ? Et donc, Vauban était un des rares personnages de la société française qui, parcourant la France dans toutes les directions, la connaissait très bien. Et comme en plus il avait à utiliser le personnel local, eh bien, il fallait qu'il analyse les traits de caractère des autochtones qu'il avait employés. Donc, Vauban a pu faire une analyse de la société française qui était hors du commun et que l'on va voir juste après. Tu vois, il y a le patrimoine de l'UNESCO à Bayonne, il n'est pas souligné. Donc ça veut dire que Bayonne, même si tu as du Vauban, il n'est pas classé dans le patrimoine. Ouais. Donc, ce qui fait que la carte dont tu supposais qu'elle n'était pas forcément exacte, Ouais. elle est peut-être exacte. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le vérifier. J'aurais pu faire UNESCO Vauban, puis j'aurais vu la carte. Mais là, j'ai un petit doute parce que qui n'est pas Lille, c'est quand même pas normal. L'île a coûté plus cher en bière qu'en pierre et l'UNESCO. Alors, c'est un homme qui connaissait très bien la société française, et c'est ce qui lui a permis de donner un certain nombre de conseils à Louis XIV, notamment le fameux conseil sur la dîme royale, sur lequel je vais revenir. Donc, Vauban consultant Louis XIV, les oisivetés de Monsieur de Vauban. La dîme royale, je ne vais pas vous le détailler, d'une part parce que je ne connais pas suffisamment bien le sujet, mais le principe était révolutionnaire. Il s'agissait de créer un impôt équitable pour tous, y compris pour la noblesse qui ne payait pas d'impôt. Et cet impôt était un impôt de 10% du chiffre d'affaires. C'est complètement révolutionnaire. Alors, c'est une idée qu'il a proposée en fin de vie à Louis XIV, bien évidemment qu'il ne l'a pas acceptée, parce que la noblesse n'aurait jamais accepté de payer des impôts au même titre que n'importe quel Français et maintenant Français. D'accord ? Ça, c'est un des nombreux conseils qu'a voulu donner Vauban à Louis XIV. Le deuxième, c'était de ne pas abolir l'édit de Nantes. Parce que l'édit de Nantes allait faire partir, le fait d'abolir l'édit de Nantes allait dissuader les protestants de rester en France et faire que, où est-ce qu'ils allaient, dans quel pays allaient-ils aller ? Non ? Hollande, Angleterre. Et la Hollande et l'Angleterre, ce sont nos ennemis. Alors, il a invoqué 4 raisons, et je vais vous lire les 4 raisons qui ont argumenté, qu'il a utilisé comme argument pour proposer à Louis XIV de ne pas abolir l'édit de Nantes. Première raison militaire. La France, en guerre contre une vaste coalition européenne, pourrait faire revenir à elle les nombreux militaires chassés par la Révocation, soit 8 à 9 000 marins, 10 à 12 000 soldats aguerris, 5 à 600 officiers qui servent à présent dans les armées de ses ennemis. Les ingénieurs militaires peu nombreux mais extrêmement recherchés pour la guerre de siège et les artilleurs. Mais c'est surtout les têtes pensantes. C'est pas les hommes du rang, hein. Ce sont les têtes pensantes. Raison économique. Les quelques 80 à 100 000 huguenots, selon l'estimation de Vauban, sont partis avec des fonds
leurs sous dans la poche, mais surtout avec leur savoir-faire, avec pour conséquence un appauvrissement des métiers d'art et des manufactures françaises que Colbert avait développées et un renforcement de la concurrence internationale. Deuxième raison économique. Troisième raison politique. Lors des négociations de paix qui succéderont à la guerre en cours, les puissances étrangères risquent d'imposer au roi leurs conditions et parmi elles de rétablir l'édit de Nantes. Vauban propose que la France prenne les devants pour s'attirer la reconnaissance des Huguenots et les détacher des princes protestants. Donc il faisait une projection en fait. Hein, c'était un visionnaire, un diplomate vraiment hors pair. Raison morale qui était chère à Vauban, catholique sincère, il était. Vauban a observé des violences exercées sur les populations, notamment lors de ses voyages dans le sud de la France. Scandalisé, il argumente que les persécutions sont toujours inefficaces et parfois même contre-productives, puisque, écrit-il, la Saint-Barthélemy avait fait augmenter le nombre de protestants. Il va même jusqu'à ce que la concurrence entre les religions soit saine. Il n'y a qu'à remonter jusqu'au règne de François Ier et voir ce qu'étaient les ecclésiastiques de ce temps-là, leurs mœurs et leurs doctrines. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la Saint-Barthélemy, mais ça avait fait pas mal de dégâts. Donc, deuxième conseil majeur qu'avait donné Vauban à Louis XIV, ne pas abolir l'édit de Nantes. Enfin, Vauban était un hydraulicien, comme je l'ai dit en introduction, et c'est lui qui... Alors, le canal du Midi venait juste d'être construit, au moment où... alors, j'ai plus la date en tête, mais c'était Pierre-Paul Riquet, si ma mémoire est bonne, qui était concepteur du canal du Midi. Et le canal du Midi avait quelques défauts majeurs qui faisaient qu'en fait, il s'ensablait. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de rivières qui coupaient le cours du canal du Midi se jetaient dans le canal du Midi, et les alluvions de ces rivières engorgeaient le canal du Midi. Donc Louis XIV est intervenu, il a remonté le canal du Midi en long, en large et en travers pendant quelques mois, de décembre à avril de 1673, de mémoire, et il a repéré un certain nombre de défauts, il a fait des recommandations, et sans les recommandations et les modifications qui ont été prescrites par Vauban, eh bien aujourd'hui on n'aurait pas la possibilité d'utiliser le canal du Midi, il n'existerait plus. Donc l'air de rien, Vauban était un ingénieur civil d'une certaine façon. Et accessoirement, le canal du Midi est un canal à point de partage. Le principe d'un canal à point de partage, c'est-à-dire qu'il y a un point central sur lequel il y a le point haut du canal, puis il y a deux versants d'une certaine façon. Et en fait, la problématique du canal à point de partage, c'est qu'il faut qu'il y ait un réservoir pour pouvoir l'alimenter en eau. Parce que quand on fait des bassinets, c'est-à-dire que quand on écluse, à chaque fois on vide un peu du canal, donc il faut remettre de l'eau. Et donc toute la problématique des canaux à point de partage, c'est d'avoir le réservoir. Que ce soit le canal de Bourgogne par exemple ou le canal du Midi, ils ont le même problème. Et Vauban avait diagnostiqué que le réservoir qui permettait d'alimenter le canal du Midi n'avait pas une capacité suffisante. Donc il a fait rehausser les parapets de ce réservoir qui est à côté de Saint-Féret-Hol, je crois, dans le Tarn, pour pouvoir augmenter la capacité du réservoir. Et il se trouve que, pour la petite histoire, est-ce que vous savez pourquoi il y a des platanes le long du canal du Midi ? Des deux côtés. Tenir le terrain. Protéger les chevaux. Pardon ? Tenir le terrain. Oui, absolument. Tenir le terrain et faire de l'ombre aux chevaux, mais pas qu'aux chevaux. Faire de l'ombre au canal pour limiter l'évaporation. D'accord ? Donc tout était très très bien pensé à cette époque. Alors, c'est pas Vauban qui a planté les arbres, c'est Pierre-Paul Riquet qui avait analysé qui avait fait ce diagnostic et qui a planté les arbres. Voilà pour la petite histoire du canal du Midi. Vauban était un économiste et il a fait un de ses mémoires dans son fameux bouquin que je vous ai cité tout à l'heure sur la cochonnerie ou calcul estimatif du nombre de la quantité de porcelet que peut produire une truie dans 10 ans, en 10 années de vie. Et il avait fait une étude mathématique qui démontrait que si on gérait correctement la production de porcelet, eh bien on nourrissait sans aucun problème toute la population française. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Vauban était un humaniste
alors je lis un peu un extrait d'un de ses bouquins, qui se passionne pour la justice sociale, et on rapporte par exemple qu'il partage ses primes et ses soldes avec les officiers les moins fortunés, et prend même parfois sur lui les punitions des soldats sous son autorité. Alors je ne sais pas comment ça se traduisait, mais en tous les cas, il était vraiment très impliqué pour avoir une relation humaine et s'assurer la protection des personnes qu'il employait dans les travaux ou qu'il employait pour les batailles. Et Vauban, je vous rappelle, il est mort en 1707. Vauban a prédit, a annoncé la Révolution française. Alors il n'a pas dit que ça serait la Révolution française, mais il a annoncé à Louis XIV que si l'État continuait à traiter les Français comme ils étaient traités, eh bien, il se révolterait. Alors, il était incapable de dire comment ça se passerait. Résultat, les descendants de Louis XIV, comme chacun sait, en ont pâti, pour le moins. Il parlait des Gilets jaunes, c'est pas... Ouais. Précurseur des Gilets jaunes. L'histoire se répète. Hein. L'histoire se répète. Hein. Alors, Vauban était précurseur d'une certaine forme de télétravail. Étant du numérique, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il utilise ce que vous voyez ici, c'est une basterne. Elle est exposée au château de Bazoches, qui est la résidence historique de Vauban, dans la Nièvre, absolument. Cette basterne a été aménagée pour avoir un bureau, des étagères, de façon à ce que pendant ses déplacements, Vauban puisse travailler. Et je vais vous dire, écrire avec une plume d'oie, dans un truc comme ça ne devait pas être de la tarte. Hein. Mais voilà, il faut vraiment comprendre qu'il parcourait à peu près une trentaine de kilomètres par jour hein, quand il se déplaçait. Ce qui est pas mal d'ailleurs, hein, avec cet engin. Donc il voulait profiter de tout le temps qu'il avait pour pouvoir écrire, tout simplement, par rapport à ses pensées. Il y avait une seule place assise, hein, il ne pouvait pas emmener sa Dulcinée avec lui. Alors, Vauban était aussi un manager, parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il devait passer 6 mois sur chaque chantier, avec 50 chantiers, sa vie n'aurait pas suffi. Et en fait, son job a consisté à pouvoir s'entourer de gens extrêmement compétents, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des chefs de chantier, pour pouvoir exécuter les travaux. Et il y avait des milliers d'hommes sur un chantier. En fait, quand il allait sur un chantier, quand il allait sur un projet, il donnait les grandes consignes et il laissait ses collaborateurs définir techniquement comment réaliser le chantier. C'était une sorte de... Il était patron d'un bureau d'études, d'une certaine façon. Hein. Et après, il laissait les entreprises exécuter les chantiers, les travaux. Ce qui était très important aussi pour Vauban, c'est que non seulement il avait des humanités pour les gens qu'il employait, mais il avait aussi des intérêts à protéger ses fournisseurs. Et il avait recommandé aux différents ministres de ne pas mettre sous pression, sous une concurrence tarifaire trop forte, les fournisseurs des matériaux, parce que s'ils mettaient une pression trop forte, eh bien, la qualité des matériaux qu'ils fourniraient en pâtirait. Et donc, il fallait toujours avoir la lucidité de protéger la qualité au détriment, à l'avantage du prix, en fait. Et ce discours, je ne vais pas vous l'apprendre, on le tient tous aujourd'hui vis-à-vis des marchés publics. Gérard, où es-tu ? On va leur faire une petite piqûre. C'est un entraînement pour faire cette présentation, ensuite passer au client. Voilà, exactement. Je vous laisse utiliser cet argument pour faire valoir. Je vous enverrai un extrait de la recommandation de Vauban à ce sujet-là. Très bien. Alors je vais terminer mon intervention avec une des nombreuses citations de Vauban. Les rois sont bien les maîtres des vies et des biens de leurs sujets, mais jamais de leurs opinions, parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a certaines personnalités sur notre bas monde qui devraient s'inspirer de l'histoire de Vauban. Et quand je vous disais que Vauban est un personnage d'une modernité, d'une actualité exceptionnelle, voilà, vous en avez ici la meilleure preuve. Je vous remercie pour votre attention.
Et pour mes amis présidents de région, si vous voulez que je fasse des interventions pour animer des conférences sur Vauban chez vous, allez-y, j'irai avec plaisir. C'est marquis de Vauban, mais Son nom d'origine, c'est Sébastien Le Prestre. Son nom connu, c'est le maréchal Vauban, de Vauban, et il était marquis de Vauban.